Donc je vais vous parler aujourd'hui des propriétés, continuer à parler des propriétés physiques des atomes de Rydberg. Je vous rappelle que le cours de cette année a porté sur l'étude des atomes de Rydberg et des propriétés des états excités qui permettent de manipuler des ensembles d'atomes pour faire des opérations d'information quantique et également pour créer des nouveaux états de la matière mésoscopique dans lesquels les interactions à longue distance entre les atomes jouent un rôle important pour corréler les systèmes et faire des systèmes à plusieurs atomes en interaction forte. Nous avons une série de séminaires qui portent sur ces questions, et en particulier après le cours d'aujourd'hui, le professeur Tilman Pfau de l'Université de Stuttgart va nous parler des expériences qu'il fait sur les atomes de Rydberg très excités dans son laboratoire. Donc j'ai présenté la semaine dernière le principe de ces expériences et j'ai commencé ensuite un rappel sur l'étude des atomes de Rydberg en eux-mêmes. Donc j'ai rappelé la structure de ces atomes et je les ai présentés sous deux aspects différents. D'abord dans un modèle semi-classique en essayant d'introduire des orbites électroniques à la manière de Bohr ou de Sommerfeld, ce qui donne des idées d'ordre de grandeur et permet de faire des petits raisonnements qualitatifs sur ces atomes comme on le verra aujourd'hui. Et puis la présentation quantique traditionnelle en termes de fonctions d'onde, d'équations de Schrödinger, et j'ai montré en particulier que la partie radiale de la fonction d'onde obéissait à une équation de Schrödinger à une dimension dans un potentiel central qui était la somme du potentiel coulombien et du potentiel centrifuge, et qu'on avait des états d'énergie dans lesquels le nombre de nœuds de la fonction d'onde dépendait du moment angulaire. Les états de faible moment angulaire ont un grand nombre de nœuds, et l'état de moment angulaire maximum, qui est ce qu'on appelle l'état circulaire, est un simple tore dans lequel l'électron tourne autour du noyau sur un cercle. C'est l'état qui se rapproche le plus du modèle de Bohr, de l'ancien modèle de Bohr de l'atome. Donc aujourd'hui, je vais m'intéresser aux propriétés de ces atomes en interaction avec des champs extérieurs, parce que pour les manipuler, comme on le verra dans les leçons suivantes, il faut bien comprendre comment ils interagissent avec le rayonnement d'une part, et puis avec des champs statiques, champs électriques ou champs magnétiques. C'est en variant ces champs qu'on peut effectivement préparer certains états, les manipuler, les faire interagir les uns avec les autres, comme on le verra à partir de la semaine prochaine. Donc je vais parler d'abord du couplage avec des champs de rayonnement, en donnant les ordres de grandeur des éléments de matrice avec des champs du couplage des atomes de Rydberg avec des champs optiques et micro-ondes. Je rappellerai des expériences un peu historiques de spectroscopie optique et micro-ondes de ces états, expériences qui ont été effectuées dans les années 70 auxquelles mon groupe à l'École normale supérieure a participé. Je parlerai un peu de superradiance et enfin je consacrerai la deuxième partie de la leçon à l'étude des interactions de ces atomes avec des champs électriques, et je vous parlerai donc d'effet Stark, de la manipulation des atomes dans des champs électriques et de l'ionisation des atomes en présence de champs électriques. Donc on commence par les interactions avec le rayonnement, et je vous rappelle ici un spectre typique d'un atome à un électron. C'est le spectre de tous les atomes alcalins. Donc on a l'état fondamental est un état N0S. N0 c'est le nombre quantique principal, donc il vaut 2 pour le lithium, 3 pour le sodium, 4 pour le potassium, 5 pour le rubidium et 6 pour le césium. Et le premier état excité c'est l'état N0P, donc le même nombre quantique principal. La différence d'énergie entre l'état S et l'état P, elle est simplement liée à la différence des défauts quantiques. L'état S pénétrant beaucoup plus le cœur a une énergie beaucoup plus basse, et la transition, cet effet est tellement important pour les états fondamentaux que la transition entre l'état N0S et N0P, simplement due à la différence de défauts quantiques, tombe dans le domaine optique. Par exemple, pour le sodium, ça tombe, c'est la fameuse raie jaune du sodium à 5890 angstroms. Dès qu'on arrive dans des états excités, très excités, vous voyez que les états de différents moments angulaires ont des énergies voisines, et dès que le nombre quantique principal atteint la valeur 3, eh bien, les défauts quantiques deviennent très faibles, et donc pour des états de grands moments angulaires, on se retrouve dans un spectre d'énergie qui est très très voisin de celui de l'hydrogène. Pour atteindre ces états, il faut une première excitation optique en général vers l'arrêt de résonance, N0S, N0P, et ensuite à l'aide d'une deuxième excitation optique, ou dans certains cas d'une excitation en 2 autres échelons, on monte soit vers des niveaux S, soit vers des niveaux D. Et ça, c'est le schéma d'excitation typique du sodium.
la deuxième transition tombant dans les longueurs d'onde bleues. On excite ainsi des états de faible moment angulaire, puisque chaque photon ne fournit qu'une unité de moment angulaire, et donc on va jusqu'à des états D. Si on avait une excitation à 3 photons, on arriverait jusqu'à des états L égale 3, c'est des états F. Il existe bien sûr dans le spectre des états de moment angulaire beaucoup plus grands. Donc je vous ai montré ici un agrandissement du spectre dans le domaine des Rydberg. On peut aller des états S, P, D, F, etc. Et comme je vous le rappellerai tout à l'heure, il existe des méthodes pour fournir du moment angulaire aux atomes et aller jusqu'à l'état circulaire, qui est l'état que vous voyez à l'extrémité ici de cette échelle de niveau. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, c'est très faible. Donc l'état circulaire de moment angulaire maximum. Donc c'est ce spectre-là qu'il s'agit d'explorer, et l'avènement des lasers à colorants accordables dans les années 70 a rendu ce spectre accessible aux expériences. J'ai rappelé également sur ce transparent les formules essentielles de la formule de Rydberg, avec donc la valeur de la constante de Rydberg qui est... Il n'y a vraiment plus de courant ici. La valeur de la constante de Rydberg qui est donnée ici, soit en électron-volt, soit en centimètre-1, 109 737 centimètres-1, et la formule de Rydberg, n moins delta, où delta est le défaut quantique. Alors la première question que je voudrais étudier, c'est quelles sont les forces d'oscillateur, quels sont les éléments de matrice qui couplent ces états entre eux. Et je commence par considérer le couplage d'un état très lié, dans lequel n0 est petit, vers un état très excité. C'est-à-dire que je cherche à savoir quelle est l'efficacité de préparation de ces états de Rydberg par excitation optique. Alors, je vous rappelle que le couplage dipolaire électrique, c'est simplement le produit du dipôle électrique de l'atome par le champ électrique appliqué, moins dE, et les éléments de matrice de D, de l'opérateur dipolaire, obéissent à des règles de sélection simples. Dans une première approximation, on peut négliger les effets de structure fine et hyperfine. Je ne parlerai pas du spin de l'électron ici. Si la polarisation de l'onde électromagnétique est parallèle à Z, c'est-à-dire à l'axe de quantification, les règles de sélection sont delta m égale 0, c'est-à-dire que la projection du moment angulaire ne change pas au moment de l'excitation. Par contre, delta L, le changement du moment orbital de l'électron, est égal à plus ou moins 1. C'est simplement parce que l'opérateur R cosinus θ, l'opérateur Z, c'est une harmonique sphérique d'ordre 1, et les règles de sélection du couplage des harmoniques sphériques est telle qu'une harmonique sphérique d'ordre 1 ne peut coupler que deux harmoniques sphériques dans lesquelles delta L diffère d'une unité. Un autre argument est la parité. La parité de la fonction d'onde, c'est-à-dire son comportement vis-à-vis du renversement par rapport à l'origine, dépend de L, elle est en moins 1 puissance L, et l'opérateur dipolaire électrique change la parité, donc il doit faire passer l'atome d'un état de parité donné à l'état de parité opposé. Si la polarisation est sigma plus ou sigma moins, c'est-à-dire si le champ électromagnétique est un champ tournant, eh bien, les mêmes règles de sélection, maintenant l'opérateur qui intervient, c'est l'harmonique sphérique sinus θ et puissance plus ou moins iφ, et les mêmes règles, la règle de sélection impose toujours à delta L d'être égal plus ou moins 1, mais maintenant delta M vaut plus ou moins 1. Autrement dit, le couplage doit évidemment conserver le moment angulaire et la projection du moment angulaire sur l'axe de quantification. Alors, le point important, c'est l'ordre de grandeur, évidemment, de cet élément de matrice de couplage. Et ce que je vais vous montrer, donc l'unité de dipôle électrique, c'est Q à 0, où Q est la charge de l'électron et à 0 le rayon de bord. Et on va montrer que l'ordre de grandeur du couplage est en 1 sur n puissance 3,5. C'est-à-dire que plus on cherche à coupler un état profond de l'atome à un état de Rydberg très excité, plus le couplage est faible et il décroît comme la puissance 3,5 du nombre quantique principal. Ça veut dire que ces états de Rydberg sont en fait très faiblement couplés au rayonnement. Avant les lasers, il était impossible de les exciter de façon efficace, et c'est parce que les lasers peuvent concentrer des grandes puissances de rayonnement, créer des champs électriques très intenses, qu'on peut réaliser ces expériences. Vous savez que la fréquence de Rabi, c'est simplement le produit du dipôle électrique par l'amplitude du champ électrique divisé par h bar. Cette fréquence de Rabi, il faut pour une expérience
pour obtenir des ordres de grandeur convenables, que cette fréquence de Rabi soit de l'ordre du mégahertz. Ça veut dire que le couplage puisse s'effectuer en des temps de l'ordre de la microseconde, et donc il faut des champs électriques assez forts. Et vous voyez que si on considère par exemple un état de n égale 100, eh bien, pour obtenir une fréquence de Rabi de 1 MHz, il faudra une puissance, une amplitude de champ électrique 1000 fois plus grande que pour une transition optique ordinaire, c'est-à-dire une puissance de rayonnement 1 million de fois plus grande. Et ce genre de puissance est précisément fourni par des lasers. D'abord, c'était dans les années 70 des lasers en impulsion qui concentraient sur un temps de l'ordre de quelques nanosecondes une grande puissance électrique, et depuis on sait le faire également avec des lasers puissants continus. Alors, je voudrais maintenant vous justifier cette loi en 1 sur n puissance 3,5. Il y a deux façons de le faire, soit à l'aide des fonctions d'onde de l'atome d'hydrogène, simplement remarquer que cet élément de matrice représente le recouvrement de l'orbite de l'état final et de l'orbite de l'état initial. L'état initial est une dimension de l'ordre du rayon de Bohr. Une autre façon de voir les choses, c'est de prendre le modèle de Sommerfeld. Alors, l'excitation directe vers des états de Rydberg se fait vers des états de faible moment angulaire, à cause de la règle de sélection que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'orbite de Rydberg est une orbite très elliptique. Et vous voyez que l'état initial correspond à une orbite de dimension de l'ordre de A0, l'état final à une grande orbite très elliptique. Et la probabilité, finalement, le recouvrement de ces orbitales est lié à la probabilité de trouver l'électron dans l'état très excité au voisinage du cœur, c'est-à-dire à l'intérieur de la dimension de l'orbite de l'état initial de la transition. Et cette probabilité, elle est proportionnelle à la fraction de temps que l'électron de Sommerfeld passe au voisinage du cœur. Donc si on est capable d'évaluer la fraction de temps que l'électron de Rydberg passe au voisinage du cœur, on aura une information sur ce facteur d'échelle. Alors, pour calculer ce temps, c'est très simple. La vitesse de l'électron au périhélie, au voisinage du cœur, elle ne dépend pratiquement pas de n. Si vous augmentez n, vous allez avoir des orbites de plus en plus grandes, mais au voisinage du cœur, la vitesse, l'énergie cinétique de l'électron, c'est essentiellement l'énergie cinétique correspondant à l'énergie potentielle moins E2 sur A0 au voisinage du cœur. Autrement dit, la petite différence, lorsque on passe de n à n plus 1 ou n plus 2, eh bien, on a un tout petit peu plus d'énergie dans le système, mais c'est négligeable par rapport aux ordres de grandeur que je cherche à calculer ici. Donc il suffit d'exprimer que l'énergie cinétique, lorsque l'électron arrive au périhélie, c'est simplement la transformation de l'énergie potentielle qui était 0 ici et qui devient moins E2 sur A0 en ce point. Donc on a cette relation-là qui permet d'extraire immédiatement la vitesse de l'électron au voisinage du cœur. Connaissant sa vitesse, on peut déterminer le temps, la fraction de temps qui passe au voisinage du cœur à 0 sur V, et on obtient cette expression. Et il suffit maintenant de comparer cette expression qui ne dépend pas de n à la période de l'électron, c'est-à-dire et la période de l'électron, grand T, elle est proportionnelle à n puissance 3,5. C'est la fameuse loi de Kepler. La période sur une orbite est proportionnelle à la puissance 3,5 du grand axe de l'orbite qui est en n2. Donc vous voyez que si vous faites le rapport de petit r sur grand T, on obtient 1 sur n au cube. Et ça, c'est la probabilité de trouver l'électron de l'état excité au voisinage du cœur. L'amplitude de probabilité, elle, qui est reliée à l'élément de matrice en question, elle est en 1 sur n puissance 3,5. Donc je vous ai simplement fait un petit calcul classique, mais on retrouverait évidemment ce résultat à partir de la normalisation des fonctions d'onde dans le modèle complètement quantique. Alors, quelle est la durée de vie de ces états? Donc, on part d'un état très excité, de faible moment angulaire, et on retombe vers l'état fondamental. L'énergie de cette transition est essentiellement liée à l'énergie d'ionisation de l'atome. Si vous changez n en n plus 1 ou n moins 1, la différence d'énergie va être très faible. Et je vous rappelle que la durée de vie d'un état, le taux d'émission spontanée sur une transition nn0, est proportionnel au carré du dipôle et à la densité d'état final, c'est la règle d'or de Fermi. Donc ici, nous avons le carré du dipôle qui est en 1 sur n3. Quant à la densité d'état final, elle est pratiquement indépendante de n, puisque changer n, c'est simplement changer une toute petite fraction de cette énergie. Donc finalement, on trouve le résultat très simple que le taux d'émission spontanée sur une transition optique reliant un état de grand N et de faible moment angulaire vers un état profond de l'atome est en 1 sur n3.
Donc les durées de vie sont de plus en plus longues lorsque vous montez dans les niveaux excités, avec une loi en 1 sur N3. Donc les facteurs, on peut retrouver également cela par l'argument de Sommerfeld. Vous voyez que ce qui se passe, c'est que l'électron tourne sur une orbite très elliptique, et vous savez que le rayonnement d'une charge est proportionnel au carré de son accélération. Donc le rayonnement de la charge va être non négligeable seulement lorsque l'accélération est grande, et l'accélération est évidemment grande au périhélie, parce que c'est là que la force d'attraction est la plus grande. Donc vous avez, et cette accélération, elle est quasiment indépendante de l'énergie, à nouveau. Si vous changez l'énergie, en fait, la fraction de trajectoire ici ressemble beaucoup à une parabole, qui serait la trajectoire si l'électron pouvait aller à l'infini, et les paramètres de cette parabole dépendent très peu de n. Donc le taux d'émission à chaque tour est indépendant de n, et finalement, ça veut dire que l'émission par unité de temps est simplement proportionnelle au nombre de fois où l'électron passe par unité de temps au voisinage du cœur, et donc on retrouve le fait que la loi doit être en 1 sur N3. Lorsqu'on met tous les facteurs numériques, on trouve par exemple que pour n égale 50, on a un taux d'émission de l'ordre de 5 puissance 4, c'est-à-dire une durée de vie d'une vingtaine de microsecondes. Donc on a un temps, lorsqu'on prépare ces états de Rydberg, autour de n égale 50, si on effectue l'excitation en 1 microseconde, comme je me disais tout à l'heure, on a largement le temps de faire des opérations de manipulation pendant la durée de vie de l'état excité, et même de le faire revenir à l'état fondamental avant qu'il ait pu émettre, c'est-à-dire avant qu'il ait pu quitter cet état excité, et également avant qu'il ait pu bouger. Alors regardons maintenant les transitions entre niveaux voisins. Vous voyez qu'il y a un autre canal de désexcitation de l'état n, pas seulement vers des états profonds, mais également vers des états de n voisins, n moins delta n, avec delta n très petit devant n, et il faut évidemment que delta L soit égal à plus ou moins 1. Alors ce couplage, il est énorme, parce que le recouvrement de ces fonctions d'onde, il est proportionnel à la taille la dimension de l'atome sont proportionnelles à la taille de l'atome en n au carré, et donc on a un couplage extrêmement important. Donc ça veut dire que si on excite avec des micro-ondes, les atomes de Rydberg, on a des fréquences de Rabi qui peuvent être très très rapides. Mais ceci se conjugue avec le fait que le taux d'émission spontanée entre ces niveaux reste très petit, malgré ce fort couplage. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est la densité d'état final qui est petite. Le terme en oméga cube, il varie en n puissance moins 9. En effet, la fréquence de transition entre deux niveaux voisins est une fréquence qui est en 1 sur n3, et si vous l'élevez au cube, vous avez un facteur en 1 sur n9 qui devient très très petit très vite. Et donc la règle d'ordre de Fermi vous dit qu'il faut multiplier le carré du dipôle qui est en n4 par une densité d'état final qui est en 1 sur n9, et on trouve maintenant une dépendance en 1 sur n5 et plus en 1 sur n3, ce qui montre que le taux d'émission partiel vers les niveaux de n voisins, lorsque n vaut 50, il n'est pas de l'ordre de 20 microsecondes, mais il est plutôt de 20 à 30 millisecondes. Il est 1000 fois plus grand à cause de ce facteur, ce changement de n3 en n5 dans la loi d'émission spontanée. Alors, ça veut dire que la contribution à l'émission spontanée pour ces niveaux de faible valeur de L est négligeable. Le système, l'atome a une probabilité beaucoup plus grande de retomber directement en émettant un photon optique que de retomber en émettant un photon micro-ondes. Alors il y a une exception, c'est précisément les états circulaires. Si vous êtes dans un état circulaire, la règle de sélection delta L égale 1 l'empêche de retomber vers 0. Il ne peut retomber que vers l'état circulaire voisin, qui est le seul qui a une valeur de L différente d'une unité. Et donc pour ces états-là, c'est la durée de vie liée aux transitions micro-ondes qui compte. Alors je vous ai donné l'ordre de grandeur, mais on peut faire un calcul exact, classique, qui retrouve exactement la valeur de l'émission spontanée. Et je vous rappelle ce calcul, je pense que je l'avais déjà fait dans le cours de l'année dernière. On peut exprimer de deux façons la puissance de rayonnement d'un électron sur une orbite circulaire. La première façon, c'est l'électrodynamique classique, c'est la formule de Larmor. La puissance rayonnée est proportionnelle au carré de l'accélération, comme je vous le disais tout à l'heure. Or, l'accélération sur une orbite circulaire, c'est 1 sur R2, donc c'est en 1 sur n puissance 4. Et quand vous l'élevez au carré, eh bien, vous avez une puissance de rayonnement qui est en 1 sur n8. C'est 1 sur n4 au carré, donc ça veut dire que plus n est grand, plus le taux de rayonnement de l'électron est faible. La puissance rayonnée est faible. Il y a une deuxième façon d'exprimer la puissance de rayonnement, c'est une expression quantique. Qu'est-ce que c'est que la puissance de rayonnement par définition? C'est l'énergie rayonnée, c'est-à-dire
le quantum d'énergie h bar oméga sur la transition nn-1 divisé par le temps associé à ce rayonnement. Et donc vous voyez que la puissance rayonnée peut également s'écrire h bar oméga, c'est 2r sur n cube, c'est la fréquence correspondant, la fréquence de transition entre n et n plus 1, c'est le dérivé de 1 sur n2, divisé par Tn. Et donc on a maintenant une puissance rayonnée qui est en 1 sur n cube fois Tn. Si vous comparez ces deux expressions, ici vous avez un 1 sur n8, ici vous avez un 1 sur n cube, vous éliminez, en identifiant les deux expressions de PR, vous obtenez Tn proportionnel à n5. Donc on retrouve par un calcul complètement classique la formule qui était obtenue tout à l'heure par la règle d'ordre de Fermi. La durée de vie est proportionnelle à la cinquième puissance de n. On peut éliminer tous ces coefficients et toutes les constantes en rappelant que tout ceci s'exprime en fonction de h bar m et c. On a le rayon de bord est donné par cette expression. La constante de structure fine, c'est 1 sur 137, alpha structure fine. Et lorsqu'on a fait tous ces remplacements, on trouve simplement que la durée de vie de l'orbite circulaire, elle est proportionnelle à un facteur h bar sur r. Qu'est-ce que c'est? C'est la période, c'est essentiellement la période de l'électron sur la première orbite de bord. C'est quelque chose qui est de l'ordre de 10 moins 15 secondes, divisé par le cube de la constante de structure fine et multiplié par n5. Donc ce facteur est énorme. Et lorsqu'on tient compte de tous ces facteurs, on retrouve évidemment la durée de vie de l'ordre de 30 millisecondes pour n égale 50. Donc voilà des rappels sur la durée de vie de ces atomes. Alors à partir de là, comment est-ce qu'on étudie leur spectre? Je vais vous rappeler simplement deux expériences classiques qui ont été effectuées dans les années 70. D'abord sur le spectre optique. Alors, pour exciter le spectre optique de ces atomes, dans ces années-là, qu'est-ce qu'on faisait? On avait un jet atomique d'alcalin collimaté et on l'intersectait ici par 2 ou 3 lasers pour réaliser l'excitation en échelon vers un état de Rydberg. Et on maintient la fréquence des deux premiers lasers fixes, simplement pour monter dans le dernier état profond, et on balaye la fréquence du troisième laser. Et ensuite, on applique un champ électrique entre ces deux plaques, de façon à ioniser l'atome, et on recueille les électrons ou les ions formés, en fonction de la fréquence du troisième laser. Et on obtient donc, lorsqu'on balaye la fréquence du laser, on obtient un pic d'ionisation à chaque fois que le troisième laser a une fréquence qui correspond à une transition vers un des niveaux de Rydberg. Alors, vous voyez ici le spectre des transitions de 3s vers NP, m égale à 1 pour le lithium. Et vous voyez qu'ici, on part donc de l'état, on excite l'état n égale 28, de 28, 29, 30 jusqu'à 39. Et on voit très bien que ce spectre de Rydberg, la distance entre les deux états est en 1 sur n3, donc on a un spectre anharmonique qui se resserre de plus en plus au fur et à mesure qu'on monte vers des niveaux excités. Donc ça, c'était des expériences qui permettent de faire de la spectroscopie fine et de mesurer en particulier les défauts quantiques, si on fait ça avec précision. Alors ces expériences-là ont été faites dans le groupe de Dan Klepner à MIT. Donc voilà la référence, donc, publiée en 1981. Ils ont publié un article de revue dans Scientific American que je vais citer plusieurs fois aujourd'hui, et vous trouvez ce spectre dans cet article. Alors nous avons à Paris exploré le spectre micro-ondes. Le montage expérimental ressemble au précédent. Donc on a toujours les plaques d'ionisation, le jet atomique, les lasers qui excitent, dans le cas du sodium, en deux échelons, et on se retrouve dans un état NS ou ND du sodium. Et vous voyez ici ce qui se passe au cours du temps. À cet instant-là, donc, on excite les atomes dans l'état A, et en même temps, on applique une micro-onde qui permet d'effectuer une transition entre deux niveaux de Rydberg voisins. Et vous voyez que ce qui se passe, c'est que si la transition est résonante, l'atome va passer du niveau A au niveau B qui est un peu plus excité, et on va ensuite discriminer, comme je vous l'avais indiqué la semaine dernière, discriminer entre ces deux niveaux en appliquant une rampe de champ électrique. Ce champ électrique va atteindre le seuil d'ionisation pour le niveau A, pour le niveau B, avant le seuil d'ionisation de niveau A, parce que le niveau B étant plus excité, va s'ioniser plus tôt dans la rampe de champ, et on va pouvoir discriminer entre les niveaux simplement en regardant à quel instant les niveaux s'ionisent. J'ai essayé de rendre ça un peu plus visible ici. Vous avez ici ce schéma qui montre qu'on a excité un niveau de Rydberg. La micro-onde
Si la micro-onde n'a pas excité l'état, il reste dans cette orbitale-là. Si la micro-onde l'excite, l'état devient plus grand. Et lorsqu'on rentre dans le champ électrique, l'état excité va être ionisé plus tôt que, alors qu'on peut même régler le champ électrique pour que seul l'état excité soit ionisé, alors que l'état du bas va simplement être déformé et ressortir sans être ionisé. Et c'est comme ça qu'on distingue entre les niveaux. Alors je vous donne un exemple de spectroscopie qui a été effectué sur ce système. Vous voyez ici le niveau 23S et ici le niveau 24S du sodium. Entre les deux, vous avez le niveau 23P. Et cet ensemble de niveaux forme un triangle. Le niveau 23P possède une structure fine, parce que dans le niveau P, L est égal à 1 et le spin de l'électron vaut 1,5. Donc le couplage entre le moment orbital et le moment de spin donne deux valeurs pour J. J égale 3,5 et J égale 1,5. Et la différence d'énergie entre ces deux états, c'est ce qu'on appelle la structure fine de l'état en question. Et donc vous voyez effectivement, je vais éteindre. Vous voyez effectivement ici la levée de dégénérescence liée à la structure fine qui est exagérée ici par rapport, elle est multipliée par 100 par rapport à ce qu'elle serait si on avait maintenu l'échelle. Et donc toutes ces transitions-là, on peut les observer. Celle-ci s'effectue autour de 300 et quelques gigahertz, celle-ci autour de 290 gigahertz. Et voilà les spectres qu'on obtient. Vous avez ici la transition entre le 23S et ici la transition entre le 23S et le 23P avec sa structure fine. Ici, entre le 24S et le 23P avec la structure fine. Et vous voyez qu'au centre de gravité de ces deux transitions, juste au milieu, vous avez une raie à deux photons qui correspond à l'excitation directe de 23S vers 24S sans passer de façon intermédiaire vers l'état correspondant. Et donc vous voyez qu'en faisant une espèce de triangulation spectroscopique, en mesurant avec précision la position de toutes ces raies, on a avec une très très grande précision les défauts quantiques dans les niveaux S et P jusqu'au niveau D et F. Et on voit non seulement donc, la valeur de ces défauts quantiques, mais également la petite variation des défauts quantiques avec N. En premier ordre, les défauts quantiques ne dépendent pas de N, mais lorsque la mesure est suffisamment précise, on voit qu'il y a une dépendance en N de ces défauts quantiques. Donc c'est des expériences que nous avions effectuées pour la thèse de Claude Fabre à la fin des années 70. Voilà donc pour l'exploration de ces spectres. Je voudrais maintenant parler un petit peu d'un effet d'émission collective que nous avons également étudié à l'époque, parce qu'on retrouvera cet effet lorsqu'on parlera des expériences plus modernes dans la suite. C'est ce qu'on appelle la superradiance. Je vous remontre ici les trois niveaux intéressants, un niveau N, le niveau N-1, donc transition micro-ondes, et ici le niveau N0 profond. Donc ce n'est pas à l'échelle, en fait N0 doit être beaucoup plus bas, mais la transition de N vers N0 est optique. Ce que nous avons vu il y a un instant, c'est que le taux d'émission spontanée optique, si le moment angulaire est petit, il l'emporte largement sur le taux d'émission spontanée micro-ondes. Le rapport des deux est proportionnel, donc vous avez 1 sur N3 divisé par 1 sur N5, donc c'est un facteur en N au carré. Donc on a un taux d'émission spontanée beaucoup plus grand si on regarde l'émission d'un atome isolé. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que si au contraire on a un ensemble de N atomes qui rayonnent collectivement, qui sont couplés collectivement au rayonnement, c'est au contraire le couplage micro-ondes qui l'emporte par un effet de superradiance. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que si on a N atomes excités, eh bien, ils vont se dexciter beaucoup plus vite vers l'état N-1 que vers l'état fondamental. Donc c'est cet effet collectif d'émission qui favorise les émissions aux grandes longueurs d'onde, aux faibles fréquences, que je voudrais analyser rapidement sur les deux diapositives suivantes. Donc je considère la situation où nous avons un cylindre d'atomes qui est excité avec des dimensions de l'ordre de quelques millimètres. Typiquement, dans nos expériences, L valait 5 millimètres et le diamètre de ce cylindre valait à peu près 1 millimètre. Et il y avait un grand nombre d'atomes, tous excités simultanément dans un état de Rydberg par un pulse, par une impulsion laser puissante qui, à l'instant initial, prépare cette collection d'atomes. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que... Pourquoi est-ce que quand il y a N atomes qui rayonnent dans un petit volume, pourquoi est-ce que l'émission spontanée devient plus rapide que celle d'un atome individuel?
Alors pour ça, je vais faire quelques petits rappels au tableau. Je vais commencer par considérer la situation de deux atomes. Imaginez que vous avez deux atomes dans un niveau excité et que les atomes veulent, par émission spontanée, tomber vers l'état fondamental. L'état intermédiaire, ça va être un état dans lequel un seul atome sera désexcité. Et si les deux atomes se trouvent à une distance d petite par rapport à la longueur d'onde du rayonnement, le couplage au champ de rayonnement est symétrique et l'état intermédiaire est un état dans lequel l'excitation est partagée symétriquement entre les deux atomes. Et ça a un effet très intéressant parce que ça montre que sous l'effet de cette interaction, les dipôles électriques associés aux deux atomes se trouvent corrélés. Si vous regardez quelle est la valeur du dipôle dans cet état-là, quelle est la valeur moyenne du dipôle électrique du premier atome ou la valeur du dipôle électrique du second atome, vous trouvez 0. Par contre, la valeur moyenne du produit des dipôles de ces deux atomes est différente de 0. Dans un état symétrique de ce genre, ça montre donc que l'émission spontanée corrèle les dipôles atomiques. C'est sous l'effet du couplage des atomes au même champ de rayonnement, les dipôles se trouvent corrélés, et cet effet-là, il est d'autant plus important que n est plus grand. Si au lieu de 2 atomes, vous avez n atomes, il est facile de voir que cet effet va conduire à une émission spontanée n fois plus rapide que celle d'un atome. À nouveau, on peut raisonner en termes de puissance. La puissance rayonnée, elle est proportionnelle au carré du dipôle, et si n dipôles se corrèlent entre eux, les n dipôles vont correspondre à un dipôle macroscopique égal à nd, et la puissance rayonnée va être proportionnelle à n au carré. Mais cette puissance rayonnée, on peut également l'exprimer en disant que le système va émettre n photons pendant un temps que j'appelle le temps de superradiance. À nouveau, j'exprime de deux façons différentes la même puissance. Donc vous avez n2d2 ici. Et ça montre que le temps de superradiance va être proportionnel à 1 sur nd2. Donc le temps de superradiance est d'autant plus court qu'il y a un nombre plus grand d'atomes qui rayonnent entre eux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la superradiance de Dicke. C'est un modèle de superradiance qui a été développé par Dicke dans les années 1950 et qui est valable si les atomes sont dans un volume petit devant la longueur d'onde. Alors ici, ce n'est pas exactement le cas. Les atomes rayonnent dans un cylindre de longueur qui peut être de l'ordre 2 ou plus grande que la longueur d'onde. Et à ce moment-là, il y a une correction qu'il est facile de comprendre qualitativement, qui dit que seule une fraction effective de ces atomes va rayonner de façon collective. En effet, un petit cylindre d'atomes, en appliquant les lois de la diffraction, va rayonner vers l'avant dans un angle solide qui est proportionnel à lambda carré sur A2, où lambda est la longueur d'onde du rayonnement et A est le diamètre de l'échantillon. Donc finalement, si vous avez n atomes dans l'échantillon, ces n atomes, c'est quoi? C'est la densité des atomes de Rydberg que multiplie L à 2, le volume. Donc voilà le nombre d'atomes. Mais la fraction de ces atomes qui va rayonner de façon collective, c'est une fraction qui va être en lambda 2 sur A2, avec un facteur 3 sur 8pi. Donc le n effectif, il est en fait égal à 3 sur 8pi L lambda 2 sur A2 fois le nombre la densité des atomes de Rydberg. Donc vous voyez qu'en fait, le nombre effectif d'atomes qui vont rayonner collectivement, c'est le nombre d'atomes qui est contenu dans un cylindre de longueur L et de dimension transversale lambda. C'est ce fameux facteur que j'appelle mu, le facteur que j'appelle mu ici. Et donc, l'émission collective est accélérée par rapport à l'émission spontanée par ce facteur n mu. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça n'a pas d'effet dans le domaine optique? Si vous êtes dans le domaine optique, n mu est petit devant 1, parce que le facteur, dans le domaine optique, le facteur lambda est tout petit. La longueur d'onde lambda est de l'ordre du micron. Donc, le nombre d'atomes, même si vous avez des densités de Rydberg de l'ordre de 10 puissance 9 par centimètre cube,
n mu reste de l'ordre de 1 ou inférieur à 1 pour le domaine optique. Par contre, si vous êtes dans le domaine des micro-ondes, qui rayonnent avec lambda de l'ordre du millimètre, alors n mu devient très grand, et cette grande valeur de n mu compense le facteur en 1 sur n au carré, qui était le facteur en faveur de l'émission optique. Donc finalement, le seuil d'émission de superradiance, c'est-à-dire le nombre minimum d'atomes de Rydberg satisfaisant la condition de superradiance, c'est tel que n mu que multiplie le taux de transition vers le niveau voisin, nn-1, doit l'emporter sur le taux de transition spontané vers les niveaux profonds. Et donc ce seuil, il est en n2 sur mu, et il est donné par cette expression-là. Et vous voyez que ce facteur n2 sur mu peut devenir, est un facteur qui nécessite beaucoup d'atomes, puisque n au carré est grand, et typiquement, ça correspond à des nombres d'atomes de l'ordre de 10 à 100 000. Donc si vous arrivez à exciter 10 à 100 000 atomes pour n de l'ordre de 30, l'émission collective va l'emporter. Alors nous avions fait des expériences de ce genre toujours dans les années 80. Alors voilà le montage expérimental. Le jet atomique, il est croisé par des lasers qui excitent un petit pinceau d'atomes, un petit cylindre d'atomes qui va rayonner dans la direction des lasers par émission superradiante. Donc voilà l'excitation optique en échelon, et voilà la transition superradiante de ns vers n'P. Et comment est-ce qu'on la mesure? Toujours par la même méthode, on applique la rampe de champ électrique, et vous voyez ce qui se passe. Ce temps-là correspond au seuil d'ionisation de l'état supérieur de la transition, à l'ionisation de l'état supérieur, et ce deuxième pic, l'ionisation de l'état inférieur. Il s'agit de la transition 24s-23p du césium à 440 GHz. Et vous voyez que quand on augmente le nombre d'atomes, on atteint pour un nombre d'atomes de l'ordre de 10 puissance 5 un seuil très net où on voit brutalement que le transfert s'effectue rapidement de l'état supérieur à l'état inférieur. Donc on a étudié la superradiance de cette façon-là, et c'est un phénomène qui est intéressant parce que c'est un phénomène collectif. Mais je voudrais attirer votre attention sur la différence entre ce phénomène collectif et celui qu'on étudiera à partir de la semaine prochaine. À quoi est liée cette mise en phase des dipôles? Cet effet collectif est lié au couplage des atomes par le rayonnement, et le couplage entre deux atomes décroît en 1 sur R. Le champ rayonné par un atome, l'effet du champ rayonné par un atome sur un autre décroît en 1 sur R, ce qui veut dire que cet effet se manifeste à de grandes distances. J'ai ici évalué l'ordre de grandeur. Si on a 100 000 atomes dans un volume de 4 mm3, ce qui est typiquement les volumes indiqués ici, les distances interatomiques sont de l'ordre de 35 à 40 micromètres. Et ces distances, elles sont très grandes par rapport à celles que j'envisagerai la semaine prochaine lorsque j'étudierai le couplage dipôle-dipôle en 1 sur R3, en 1 sur R6 entre les atomes, un couplage électrostatique entre les dipôles de deux atomes. À ce moment-là, le couplage devient important si R est compris dans des distances de l'ordre de 1 à 10 microns. Donc on est dans un régime qui est complètement différent du régime dipôle-dipôle. Les atomes se parlent entre eux par la partie en 1 sur R du rayonnement, et c'est ce qui donne lieu à cet effet de superradiance. Dernière remarque, le seuil de superradiance, si vous entourez le milieu superradiant de miroirs, eh bien, vous allez abaisser le seuil de superradiance, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que l'ensemble qui va rayonner, ça va être non seulement les n atomes qui sont dans la cavité, mais toutes leurs images électriques dans les miroirs, dont le nombre est proportionnel au facteur de qualité de la cavité. Donc on abaisse essentiellement le seuil de superradiance par la finesse de la cavité, et on arrive ensuite à des échantillons qui rayonnent dans une cavité de grand Q avec un seul atome dans l'échantillon, et ça c'est le domaine de l'électrodynamique en cavité qui a fait l'objet des cours des années précédentes. Alors je passe maintenant à la partie suivante, qui est l'interaction des états de Rydberg avec un champ électrique statique. Donc je vais parler d'effet Stark. Pourquoi? Parce que cet effet Stark il va être essentiel pour manipuler les atomes de Rydberg dans les leçons suivantes. En particulier, on va voir que par effet Stark, on peut déplacer linéairement les niveaux d'énergie des atomes et par exemple mettre en résonance des transitions entre deux atomes différents pour exalter le couplage des atomes de Rydberg entre eux. Alors je rappelle de façon très simple le principe de cet effet. Donc vous appliquez un champ électrique qui définit l'axe de quantification. L'hamiltonien du système, je commence par parler de l'hydrogène, P2 sur 2m moins E2 sur R, moins
plus le terme de couplage avec le champ électrique qui s'écrit moins QZD. Et je vous rappelle que Q, c'est la charge de l'électron qui est négative. Donc ce terme-là, si vous le remplacez par la valeur absolue de Q, ça va être un plus valeur absolue de QZD. Alors, qu'est-ce que fait le champ électrique qui agit sur l'atome? Donc c'est ce que j'ai essayé d'écrire ici. Le premier effet du champ électrique, ça va être de lever la dégénérescence dans la multiplicité des états n. Je vous rappelle que les états n correspondent à des moments angulaires variant de 0 jusqu'à n-1, et il y a ensuite, évidemment, les valeurs de m qui sont comprises entre moins L et plus L. Donc il y a une dégénérescence qui est de l'ordre de n au carré à l'intérieur de la multiplicité des états n. Alors qu'est-ce qui se passe d'abord? Si vous appliquez un champ électrique le long de l'axe Z, m est un bon nombre quantique, m est conservé. Ça veut dire que le couplage ne couple pas entre eux des états de m différents, et c'est-à-dire qu'on peut étudier l'effet de la perturbation dans des sous-espaces de m donnés. Donc pour une valeur de m donnée, le couplage n'agira qu'à l'intérieur de cet espace de m donné. Et ça simplifie d'abord le problème. Ça veut dire que si vous prenez une valeur de m, les seules valeurs de L possibles sont les valeurs de L égale m, m plus 1, etc., jusqu'à n-1. Donc il y a en fait L moins m, et en fait n-m valeurs de L possibles. Ce sont les valeurs de L pour lesquelles L est supérieure ou égale à la valeur de m que je considère. Et donc on a un espace de dimension n-m dans lequel on doit diagonaliser la perturbation qui est essentiellement moins QZD. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? D'abord, on s'aperçoit que cette perturbation est proportionnelle au champ électrique. Et cette matrice, d'abord, elle a des zéros sur toute la diagonale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'élément de matrice de Z à l'intérieur d'un état de L donné. La règle de sélection, comme nous l'avons vu, c'est delta L égale plus ou moins 1. Et donc cette matrice, elle possède des éléments non nuls sur la première parallèle à la diagonale. Donc on a une matrice qui a une forme très simple. Elle est 0 sur la diagonale, elle a des éléments non nuls à côté. Et il faut diagonaliser cette matrice dans cet espace à n-m dimension pour obtenir les énergies propres du système dans un champ électrique. Alors, lorsqu'on fait cette diagonalisation, on obtient des énergies qui sont proportionnelles au champ électrique, parce que E étant facteur, et cette proportionnalité est exprimée par un nombre quantique P qu'on appelle le nombre quantique parabolique, qui varie entre moins n-m moins 1 et plus n-m moins 1. Donc, et ce nombre quantique parabolique varie par saut de 2, c'est-à-dire qu'il conserve la même parité de moins n-m-1 à plus n-m-1. Alors c'est ce que je vous montre sur la suite de la diapositive qui est ici. Donc vous avez, ceci c'est le nombre quantique parabolique, et en fait les états propres sont obtenus en diagonalisant la matrice. Ce sont des combinaisons linéaires des fonctions d'onde sphériques. Alors je vous rappelle que les fonctions d'onde sphériques, c'est pour une valeur de L et M donnée, c'est l'harmonique sphérique YLM. La partie radiale, c'est une fonction radiale qui ne dépend que de N et de L. Et on en prend une combinaison linéaire, CPLM, qui constitue donc ces états qui sont repérés par l'indice petit p. Donc c'est ce qu'on appelle les états paraboliques de l'atome d'hydrogène. Ils sont dégénérés lorsque le champ électrique, E, descend à 0, tous ces états sont dégénérés, et ils constituent une base des états de l'hydrogène qui est tout aussi légitime que la base des états sphériques. C'est simplement, cette transformation-là, c'est simplement un changement de base qui est tout à fait aussi valable que la base sphérique pour représenter l'atome d'hydrogène. Donc je ne vais pas donner les expressions explicites de ces états paraboliques, mais simplement vous donner les résultats intéressants pour notre problème. Alors, ici, vous voyez ce qui se passe dans un champ électrique pour une valeur de m donnée. J'ai représenté par exemple en trait continu ce qui se passe lorsque n-m est pair. Vous voyez que la valeur du nombre parabolique p
varient de n-m-1 à moins n-m-1 par saut de 2. Et ce sont les valeurs continues ici. Et les énergies correspondantes sont données ici. Donc vous voyez que l'énergie de l'état npm se rajoute à l'énergie en champ nul, un terme linéaire en champ électrique, proportionnel à P, à ce nombre quantique parabolique, et il est également proportionnel à n, c'est-à-dire que si vous regardez les mêmes états Stark de plus en plus haut, vous allez avoir une pente qui va être de plus en plus grande. Donc voilà ce que fait l'effet Stark au premier ordre. Et vous voyez que ce genre d'expression démontre une chose très simple, c'est que les différents états Stark sont des états propres du dipôle électrique, parce que le coefficient de proportionnalité à l'énergie par rapport au champ électrique, c'est par définition le dipôle électrique de l'atome. Ça veut dire que ces états ont un dipôle électrique non nul, ils correspondent à une séparation entre le centre de gravité du nuage électronique et le noyau de l'atome. Et vous voyez également qu'on a un résultat intéressant. Les diagrammes correspondant à M d'une parité donnée sont superposés et intercalés à ceux qui correspondent à l'autre parité. Par exemple, là, vous voyez ici en trait continu M pair. Si vous passez à M impair, vous avez les valeurs paraboliques de ceci. Donc, si M devient plus grand, N-M devient plus petit, donc vous avez un éventail qui se referme. Et tous ces niveaux-là sont dégénérés lorsqu'on passe d'une valeur de M à la valeur suivante. Donc on retrouve superposer les spectres, des éventails de niveaux qui ont la même énergie ou qui sont intercalés les uns par rapport aux autres. Dernière remarque, les états de dipôle et d'effet Stark maximum sont ceux pour lesquels P est maximum, et ça correspond à M égale 0. À ce moment-là, P vaut plus ou moins N-1. Et donc les dipôles les plus grands sont en N2, Q à 0, N2E. C'est la valeur la plus grande que peut prendre le dipôle électrique d'un atome. Dernière remarque, l'état circulaire. L'état circulaire, il correspond à M maximum. Et vous voyez que si M est maximum, si M vaut N-1, eh bien vous voyez que N-1 moins N-1 vaut 0, P est nul. Donc ces états, les états circulaires, ont un dipôle nul, ce que nous savons déjà, puisque nous savons que ce sont des états, des cercles dans lesquels l'électron coïncide avec le centre de gravité de l'électron, du nuage électronique coïncide avec le noyau. Et donc ce sont les seuls qui ne sont pas couplés au premier ordre au champ électrique, et leur effet Stark est dû au couplage avec des multiplicités voisines. Il faut tenir compte du couplage au deuxième ordre, donc l'état N est couplé à l'état N-1 et à l'état N+1. Et on peut calculer très facilement ce couplage au deuxième ordre par une théorie des perturbations au deuxième ordre. Donc le couplage, le terme qui couple à N-1, c'est le carré du dipôle entre N et N-1 divisé par la différence d'énergie En moins En-1. Et ça a tendance à pousser l'état N vers le haut. Par contre, le couplage avec l'état N+1 pousse N vers le bas avec un terme qui est le carré du couplage de N à N-1 divisé par En1 sur En+1 moins En. Alors vous voyez tout de suite que vous faites la différence de deux termes qui sont en fait des termes en N puissance 7, parce que ça c'est N4 et ça c'est un terme en 1 sur N3. Donc vous avez la différence de deux termes en N7 qui donne un effet en N puissance 6. Et lorsqu'on calcule exactement cela, on trouve que l'effet sur l'état circulaire est un effet en N6, A0 cube N6 E2, E au carré. C'est un effet donc quadratique qui abaisse l'énergie à cause du signe moins. Et on peut l'exprimer également d'une façon un peu différente en introduisant la polarisabilité de l'état N. Si vous appliquez un champ électrique à l'état circulaire, ce qui se passe, c'est que le noyau sort du plan de l'orbite et vous avez un petit dipôle électrique induit. Et le produit de ce dipôle électrique induit par le champ électrique, c'est l'énergie. Donc le dipôle induit est proportionnel à A0 cube N6 que multiplie E. Et donc la polarisabilité, elle est donnée par cette expression. Et vous voyez qu'elle a une polarisabilité électrique, c'est un volume A0 cube N6 que multiplie 4pi epsilon 0, qui est la constante diélectrique. Donc vous voyez que la polarisabilité de l'atome est proportionnelle au volume de l'orbite et croît très vite, comme la puissance 6 du nombre quantique principal pour ces états circulaires. Et on verra des puissances de cet ordre, même allant jusqu'à n puissance 11, lorsqu'on étudiera l'interaction dipôle-dipôle entre deux atomes. Alors, je rappelle maintenant ici très rapidement le spectre Stark dans le cas de l'hydrogène. Vous voyez, ça c'est la multiplicité n égale 15
pour m égale à 1. Donc, vous voyez que vous avez maintenant 14 niveaux en éventail qui correspondent aux 14 valeurs de P qui sont comprises entre plus 13 et moins 13 par saut de 2. n-m-1 vaut 13. Et donc, vous passez de P égale plus 13 à P égale moins 13 par saut de 2, et vous avez, si je ne me trompe pas, 14 niveaux. Donc voilà le spectre de l'atome d'hydrogène. Et vous voyez ici les niveaux qui proviennent de la multiplicité n plus 1, qui vont venir se croiser avec ces niveaux-là, et les niveaux qui viennent de la multiplicité n-1. Alors, les états de nombres paraboliques positifs, ce sont des états dont l'énergie croît avec le champ électrique. Ça veut dire qu'ils ont tendance à aller vers les champs faibles. Ils ont tendance à aller dans le gradient de champ électrique vers les valeurs minimales de l'énergie potentielle électrique. Donc, ils vont vers les champs faibles, ils sont attirés par les champs faibles, c'est ce qu'on appelle en anglais les low field seekers, les états de P positifs. Par contre, les états de P négatifs, ils ont tendance à débouler avec cette énergie potentielle, ils sont attirés par les champs forts, c'est ce qu'on appelle les high field seekers. Donc, voilà pour l'hydrogène. Je voudrais également attirer votre attention sur le fait que les états qui proviennent de multiplicités différentes se croisent. C'est-à-dire qu'il y a une règle de sélection qui ne permet pas, par l'hamiltonien de couplage, de coupler des états de n différents sous l'effet lorsqu'on applique un champ électrique. Et cette règle de sélection, elle est également liée à la symétrie de Runge-Lenz dont je vous avais parlé la semaine dernière pour l'hydrogène. Alors je vais essayer sans faire de calcul, de vous justifier un petit peu cela, parce que ça va jouer un rôle important tout à l'heure. Je vais allumer le... Il se trouve que les états NP, M, donc les états paraboliques, sont des états qui correspondent, sont des états propres du vecteur de Runge-Lenz, que j'avais appelé M, et les états qui proviennent de deux multiplicités différentes correspondent à des valeurs propres différentes, lambda 1 et lambda 2, du vecteur de Runge-Lenz. Ces états, des états de valeurs propres différentes, et ce vecteur de Runge-Lenz, il commute avec l'hamiltonien du système. Donc, des états de valeurs propres différentes associés à une observable qui commute avec l'hamiltonien du système ne peuvent pas être couplés entre eux. De façon générale, vous voyez que si vous voulez avoir un couplage entre ces deux états, il faudrait que NP, MH, N', P', M soit différent de 0. Et si vous multipliez ici, si vous avez une observable qui commute avec l'hamiltonien, que je vais appeler n'importe quelle observable que j'appellerai grand A, si HA est égal à 0, et si cet état-là est un état propre de A, je peux introduire A ici. Simplement, je vais multiplier à ce moment-là par lambda P', l'hamiltonien, l'élément de matrice. Il va être égal à cet élément de matrice que multiplie lambda P'. Et puis, comme ça commute, je peux mettre A de l'autre côté, et je devrais également avoir le même élément de matrice que multiplie lambda P. Et si lambda P est différent de lambda P', la seule solution possible, c'est que cet élément de matrice est nul. Donc il n'y a pas de couplage entre les deux niveaux, et les niveaux vont se croiser, et il n'y aura pas d'interaction entre ces niveaux sous l'effet de l'hamiltonien. Je ne vous ai rien démontré là, parce que je n'ai pas démontré que ces états-là étaient propres du vecteur de Runge-Lenz, mais en fait, c'est ça la physique. Et j'insiste là-dessus parce que la situation va être différente dans le cas des alcalins autres que l'hydrogène. Alors, quelques informations rapides sur les fonctions d'onde. Je vous rappelle, la semaine dernière, j'avais montré qu'un état S dans la base sphérique était représenté par une densité électronique formée de vagues, de cercles concentriques. Donc, cette représentation représente finalement la densité dans un plan qui passe par l'axe de quantification OZ. Donc ça, c'est pour un état sphérique. L'état parabolique correspondant à n égale 8, m égale 0 et la valeur maximum de P qui est 7,
il est représenté ici. C'est une superposition de fonctions d'onde sphériques. Et vous voyez que cet état, le cœur de l'atome est ici, cet état, il a une distribution électronique qui est fortement décentrée par rapport au cœur. Donc c'est vraiment un état qui a un dipôle électrique non nul. Je vous rappelle ici le champ électrique. Le dipôle électrique il pointe dans la direction opposée, puisque ceci est une charge négative et le cœur est positif ici. Et dans ce cas-là, moins DE est positif, puisque DE et E sont de signes opposés. Et ça veut dire que cet état-là est attiré par les champs faibles. D'ailleurs, le fait qu'il est attiré par les champs faibles est assez clair. Vous voyez que la force répulsive sur l'électron qui est ici l'emporte sur la force qui pousse vers la gauche l'électron, l'emporte sur la force qui pousse vers la droite le noyau. Donc la force globale qui agit sur ce dipôle, elle tente à repousser vers les champs, dans la direction opposée au champ électrique le système. Ces fonctions d'onde, on les trouve dans cet article de Scientific American dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici, vous voyez maintenant l'ensemble des états paraboliques, m égale 8, m égale 0, avec p variant par saut de 2, de 7 à moins 7. Ici, vous avez donc l'atome poussé vers les champs faibles, et ici, vous avez la fonction d'onde correspondant à l'atome poussé vers les champs forts. Et vous voyez que lorsqu'on passe de l'une à l'autre, la valeur moyenne du dipôle électrique diminue parce que la charge électronique se répartit de plus en plus dans des régions proches du cœur. Alors, passons maintenant à des atomes autres que l'hydrogène. Prenons le cas du lithium. Alors, vous voyez le même effet Stark dans le lithium, ça ressemble beaucoup à l'hydrogène. Ici, il s'agit des états m égale à 1. Les états de m égale à 1 excluent les états S, parce que dans l'état S, on ne peut pas avoir m égale 1. Donc, c'est un mélange des fonctions d'onde P, D, L, etc., jusqu'à L égale 14. Et vous voyez qu'à cause du défaut quantique, l'état P, l'état 15P, est non dégénéré avec les états de N de L plus grand. Et donc, comme il est non dégénéré, au départ, son effet Stark est quadratique. Donc, vous voyez que la seule différence à ce niveau-là, lorsqu'on regarde le spectre, c'est que ici, on a un petit départ parabolique d'état 15P qui finit par rejoindre la multiplicité. Et une autre différence, c'est que si vous regardez maintenant, alors ce qui se passe si vous passez maintenant aux états de m égale à 0, à ce moment-là, vous incluez l'état S, et vous voyez que maintenant, le spectre se complique un petit peu. L'état 15S est très non dégénéré, donc il va avoir un effet parabolique, un effet Stark quadratique important. L'état P, un effet Stark plus petit. Et vous voyez que surtout, ce qui se passe maintenant, c'est que les états qui proviennent de multiplicités différentes ne se coupent pas, ils s'anticroisent. Pourquoi ? Parce que la symétrie de Rungelen s'est brisée, et donc ces états-là, ils ont un couplage sous l'effet du champ de l'hamiltonien Stark, et donc ils vont se repousser. Et vous voyez que la structure du spectre maintenant devient très différente. Et d'ailleurs, si vous regardez de très près ce qui se passe, même ici, vous avez des tout petits anticroisements de niveau, parce que même dans le cas des états de m égale à 1, il y a cet effet de mélange des états correspondant à des états de n différents. Alors, le groupe de Kleppner avait exploré ces effets Stark avec beaucoup de détails et de précision. Et vous voyez ici un spectre expérimental qui reproduit le spectre théorique que je vous montrais tout à l'heure. Alors, pour tracer ces spectres, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une valeur du champ électrique et ils balayent la fréquence du dernier laser. Et ils voient donc les raies correspondant à tous les niveaux. Et ensuite, on empile les spectres correspondant à des valeurs croissantes du champ électrique. Et on reconstruit ainsi, de façon expérimentale, le diagramme Stark. Et si vous regardez la feuille, si vous inclinez la feuille sur laquelle ces spectres sont inscrits, vous voyez vraiment les lignes qui correspondent à l'effet Stark linéaire du lithium. Une autre façon, donc je vais maintenant vous montrer une autre façon de présenter ces niveaux d'énergie. Pour l'instant, je me suis intéressé à ce qui se passe pour une valeur de m donnée, par exemple m égale 0 ou m égale 1. Et vous voyez que lorsque vous augmentez la valeur de m, vous restreignez de plus en plus les valeurs de p, et vous pouvez représenter les niveaux d'énergie par un espèce de triangle qui représente l'effet Stark des différents niveaux. La première colonne représente les états de m égale à 0, la deuxième avec deux niveaux de moins
les états de m égale à 1, m égale 2 et ainsi de suite, jusqu'à l'extrémité du triangle, ce dernier niveau qui est réalisé uniquement avec p égale 0, et dans ce cas-là, m égale 14. Et cette présentation sous cette forme est intéressante parce qu'elle fait apparaître, elle permet de comprendre comment on prépare l'état circulaire. Vous voyez que par excitation optique, vous pouvez exciter un niveau de faible valeur de m, par exemple le niveau m égale 0, en fait on part plutôt des niveaux m égale 1 ou 2, et ensuite on peut, par radiofréquence, faire absorber des photons radiofréquences polarisés circulairement à l'atome pour aller de cet état-là jusqu'à l'état circulaire. J'avais parlé de cela dans les cours des années précédentes, c'est la méthode de Kleppner et de Hewlett pour préparer les états circulaires. Et vous voyez que le principe, c'est de faire absorber un nombre de photons polarisés circulairement, dont la fréquence dépend évidemment du champ électrique que vous appliquez. On applique en général des champs électriques qui permettent de réaliser ces transitions avec des radiofréquences de l'ordre de quelques centaines de mégahertz. Et j'attire votre attention sur ces niveaux-là que j'ai marqués en orange. Ils forment une échelle de niveaux équidistants qui se comporte en fait comme un moment angulaire. En fait, il s'agit ici d'un moment angulaire de taille n-1 sur 2, et les éléments de matrice qui décrivent le couplage avec la radiofréquence sont les mêmes que les éléments de matrice qui décriraient le couplage avec un champ de radiofréquence d'un vrai moment angulaire. Donc ce pseudo-moment angulaire qu'on peut isoler dans l'échelle des états conduisant à l'état circulaire est extrêmement intéressante, d'abord parce qu'elle nous permet de comprendre comment on prépare les états circulaires, et ensuite parce qu'on peut manipuler les atomes dans cette échelle d'états, et ce sera l'objet du séminaire que Sébastien Glaise donnera dans le dernier cours, le 13 mai. Donc il montrera comment la dynamique des états dans cette échelle de niveau peut être exploitée pour étudier en particulier l'effet Zénon dynamique. Et je montre ici donc les états d'énergie, les représentations, les fonctions d'onde associées à ces états. Vous voyez ici ce qui se passe si vous prenez un état de n égale 21 et vous regardez cette échelle de niveau conduisant à l'état circulaire. L'état circulaire, c'est l'état m égale 20, p égale 0, et l'état à la base du triangle, c'est l'état m égale 0, p égale moins 20. Et vous voyez ici les fonctions d'onde et la coupe de la fonction d'onde par un plan passant par l'axe de quantification. Ici, l'état circulaire, donc avec la section de ce tore par le plan. Et puis, vous voyez que lorsque vous prenez des états paraboliques qui correspondent à des dipôles électriques de plus en plus grands, eh bien, la fonction d'onde est formée d'anneaux qui s'empilent, et vous arrivez finalement à l'état parabolique extrême, m égale 0, p égale moins 20, qui correspond à l'état de moment dipolaire que je vous montrais tout à l'heure, mais c'est une autre représentation. Ici, on essaie de représenter la fonction d'onde en 3 dimensions, alors que tout à l'heure, je représentais la section de la fonction d'onde. C'était plutôt cette représentation-là que je vous montrais tout à l'heure. Et vous voyez qu'effectivement, la densité électronique est la plus importante à l'extérieur, et la densité électronique est très loin du cœur de l'atome. Donc on a la même représentation, mais on regarde là des niveaux qui ne sont pas... Tout à l'heure, on regardait les niveaux qui étaient sur cette verticale m égale 0, et maintenant je regarde les niveaux qui sont sur cette diagonale du triangle. Et le dipôle électrique de ces états est donné par cette expression, QA0PN, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, je voudrais maintenant, en quelques minutes, parler d'une expérience qui a été effectuée sur des atomes de Rydberg dans un gradient de champ, pour montrer qu'on peut vraiment manipuler ces états, qu'on peut modifier leur vitesse et qu'on peut même les arrêter et les piéger. Et je vais vous parler d'une expérience qui a été réalisée par Frédéric Merkt à l'ETH. Et en fait, Merkt viendra dans quelques semaines faire un séminaire décrivant des expériences de ce genre. L'idée est la suivante. Vous préparez, en excitant de l'hydrogène dans un champ électrique, grâce à la sélectivité du laser, vous pouvez préparer un état qui possède un dipôle électrique non nul. Et vous préparez un état qui est un low field seeker, un état qui est repoussé par un gradient de champ positif. Et donc vous voyez que si les atomes se déplacent dans cette direction et si le champ augmente, les atomes vont être freinés. Et on peut voir l'ordre de grandeur de cette force de freinage très facilement. L'état qui est impliqué dans l'expérience, c'est un état n égale 27, p égale 18. Si vous calculez le dipôle électrique, vous trouvez 729 unités atomiques, c'est-à-dire 5,8 10 - 27 coulomb-mètre pour le dipôle électrique. Ensuite,
le gradient de champ électrique, c'est un champ de l'ordre de 1000 volts qui varie sur une distance de quelques millimètres. Donc c'est un gradient de champ de 4000 volts par centimètre au carré, c'est-à-dire 4 puissance 7 volts par mètre au carré. Et si vous maintenant multipliez ce dipôle par ce gradient, vous trouvez une force de 2,4 10-19 newtons et une accélération divisée par la masse de l'atome d'hydrogène de 1,5 10 puissance 8 mètres par seconde au carré. C'est-à-dire qu'on a une accélération qui est 10 millions de fois l'accélération de la pesanteur. Donc vraiment, vous avez une force très très importante. Ces atomes, si ces atomes se déplacent avec une vitesse de 720 mètres par seconde, la distance d'arrêt, le temps d'arrêt, c'est 5 microsecondes, et la distance d'arrêt, c'est 2 mm. Donc vous voyez les ordres de grandeur. Des atomes qui se déplacent à une vitesse supersonique de 700 mètres par seconde sont arrêtés grâce à ce gradient de champ sur une distance de 2 mm en un temps de l'ordre de 5 microsecondes. Alors, sur le dessin suivant, j'ai pris une figure de l'article de Merck qui montre ce qui se passe. Donc ça paraît, vous voyez le montage expérimental, les atomes se déplacent, ce sont des atomes d'hydrogène qui sont produits par photolyse de NH3. Vous avez dans un petit tube de l'ammonium, vous l'éclairez par de la lumière ultraviolette, ça décompose NH3, il y a un jet d'hydrogène supersonique qui se forme et monocinétique avec une vitesse de 700 mètres par seconde. Ce jet se déplace horizontalement le long de l'axe Z et on a des électrodes 1, 2, 3 et 4. Alors on commence par... l'expérience se déroulait en 3 étapes. Vous allez regarder cette figure, puis celle-ci, puis celle-là. Alors, première étape, on prépare en cet endroit-là des atomes de Rydberg dans l'état n égale 27, p égale 18. On les prépare à l'instant t égale 0 dans un champ de l'ordre de 150 volts par centimètre qui est obtenu en appliquant 45 volts ici, moins 45 volts là, à une distance de 2 électrodes à 6 mm d'écart. Donc on prépare dans un champ de 150 volts par centimètre qui sépare bien les niveaux. On prépare donc les atomes dans cet état qui possède un dipôle électrique non nul et on les laisse se propager pendant 500 nanosecondes, pendant un petit intervalle de temps. On les laisse se propager sur une distance qui est une fraction de millimètre. Donc ça, c'est la préparation. Et puis ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on branche brusquement sur les électrodes 3 et 4 un champ, donc V4 est à 700 volts, V3 à moins 700 volts, on branche un champ qui va devenir de plus en plus grand au fur et à mesure que les atomes rentrent dans l'entrefer de ces électrodes. Donc on crée un gradient de champ électrique croissant pour ces atomes. Et donc on les freine dans cette région. Donc c'est un miroir décélérant de 4000 volts par centimètre au carré qui est appliqué 500 nanosecondes après la préparation pendant une durée de temps variable, tôt, en appliquant ce potentiel V3 moins V4. Donc ça, c'est la deuxième étape. À la troisième étape, au bout du temps tôt, on débranche ce miroir et immédiatement, on applique un très grand champ électrique, cette fois-ci un champ horizontal, qui est appliqué en impliquant une tension de 1000 volts entre les électrodes 1, 2 et 3 et 4. Ce champ va ioniser l'hydrogène, le transformer en protons et accélérer les protons vers cette plaque de détection. Donc les ions, et en fait ce qui est important de voir, c'est que le temps d'arrivée de ces électrons sur cette plaque dépend de l'endroit où ils ont été ionisés. S'ils sont ionisés en amont ici, ils vont être accélérés très fort parce qu'ils vont traverser, ils vont être soumis à une accélération longue dans un champ électrique intense. Et donc de façon un peu paradoxale, les ions qui sont ionisés ici vont arriver au détecteur plus vite que les ions qui sont détectés ici. Le temps de vol entre l'ionisation et la détection dépend de l'endroit où cette troisième impulsion est appliquée. Donc il est important de retenir simplement que le temps de vol entre l'ionisation et la détection, qui est à peu près 100 nanosecondes, dépend de l'endroit où les atomes se trouvent au moment de l'ionisation. Et donc si on mesure ce temps de vol, on peut en déduire où se trouvaient les atomes au moment de l'ionisation, donc quelle était leur trajectoire jusqu'à ce moment, c'est-à-dire quelle était l'importance de la décélération qu'ils ont subie. Et le résultat de l'expérience est montré ici. Vous voyez ici la distribution des temps de vol entre l'ionisation et la détection. Elle est de l'ordre, vous voyez, de la centaine de nanosecondes pour des durées croissantes de l'application du miroir Stark. Et vous voyez que ce qui se passe, c'est que d'abord pour des durées qui croissent de 0,6 microsecondes à 3 microsecondes, le temps de vol s'allonge. Pourquoi est-ce que le temps de vol s'allonge? Parce que
si la décélération s'effectue sur un temps relativement court, elle n'a pas le temps vraiment d'arrêter les atomes, et les atomes qu'on détecte sont de plus en plus proches du détecteur, donc ils vont, à cause de l'argument que je vous donnais tout à l'heure, mettre un temps de vol de plus en plus long à atteindre le détecteur quand on va les accélérer. Par contre, lorsque la durée du miroir Stark dépasse 3,6 microsecondes, eh bien, les atomes sont maintenant repoussés et reviennent en arrière, et donc on commence à les ioniser loin de la détection, et donc ils sont accélérés plus fortement, ils arrivent plus vite. Donc ceci explique cette variation non monotone de la durée du temps de vol, qui commence par croître puis par décroître. En pointillé, vous voyez ce qui se passe si on n'applique pas le miroir Stark. À ce moment-là, effectivement, la seule chose qui peut se passer, c'est que la durée du temps de vol s'allonge parce qu'on ionise les atomes dans une région de moins en moins efficace pour les ioniser, et puis finalement ils disparaissent parce qu'ils sortent de la zone où ils sont détectés. Vous voyez ici, on comprend bien ce qui se passe parce qu'avec ce petit modèle, on peut retrouver par le calcul le même genre de courbe, et à partir de l'analyse de ce temps de vol en fonction de la durée de l'excitation, on peut reconstruire la trajectoire z de t des atomes. Si vous n'appliquez pas le miroir, les atomes s'échappent linéairement, et si on applique le miroir, on constate que les atomes sont arrêtés et repoussés vers l'amont lorsque le champ électrique devient assez grand. Et en fait, on retrouve, vous voyez les ordres de grandeur, on arrête en un temps de l'ordre de 4,5 microsecondes sur une longueur, une distance de l'ordre de 2 mm. C'est vraiment les ordres de grandeur dont je parlais tout à l'heure. Et des variantes de ces expériences ont permis de piéger des atomes de Rydberg en appliquant des champs variables dans le temps et avec des géométries de champs différentes. Et je pense que Merck parlera de ces expériences le 29 avril. Alors, je voudrais terminer maintenant en parlant d'un effet d'ionisation des atomes de Rydberg dans un champ électrique. Je veux revenir les expériences qu'a fait le groupe de Kleppner dans les années 70 parce que je les trouve très élégantes et elles permettent de comprendre vraiment la dynamique des atomes dans un champ électrique important. Alors, je vous rappelle d'abord que les atomes évoluent donc dans le potentiel de Coulomb. Le potentiel est donc moins E2 sur Z. Si je regarde simplement ce qui se passe en fonction de la distance au noyau, je vous rappelle que E2, c'est Q2 sur 4pi epsilon 0. Qu'est-ce qui se passe si j'applique un champ électrique? Si j'applique un champ électrique, je dois ajouter à ce potentiel de Coulomb le potentiel électrique, moins QEZ. Je vous rappelle que Q est négatif, ça explique pourquoi la pente est positive ici. Et vous voyez que ceci revient à abaisser le potentiel de Coulomb en un point ici. On a ce qu'on appelle un col, saddle point en anglais, ou un point sel. C'est un point où le potentiel passe par une valeur maximum et une direction dans laquelle l'électron peut s'échapper. Un calcul extrêmement simple, il suffit de dériver cette expression, et calculer le maximum de V de Z dans ce point, et on trouve la valeur de V de Z au point sel. Elle est donnée ici. Le potentiel au col vaut moins 2Z racine du champ électrique, valeur absolue de Q, racine du champ électrique. Donc vous voyez que plus le champ électrique augmente, plus le point sel s'abaisse évidemment, et suivant une loi parabolique en fonction de E. Alors j'ai représenté ici l'énergie des états de Rydberg en présence d'un champ électrique. Vous voyez que dans la multiplicité n, vous avez un éventail de niveaux avec les low field seekers qui ont une pente positive et les high field seekers qui ont une pente négative. Et puis ici, l'éventail est plus ouvert parce que n est plus grand. Donc j'ai représenté de façon symbolique les niveaux extrêmes. Alors, un raisonnement classique consiste à dire quand est-ce qu'un atome va s'ioniser? Il va s'ioniser lorsque le potentiel au col va être abaissé jusqu'à la valeur qui correspond à l'énergie de l'atome dans cet état. Si vous appliquez ce raisonnement, vous voyez que l'ionisation de ce niveau-là doit arriver dans un champ électrique plus faible que l'ionisation de celui-ci. Autrement dit, les low field seekers doivent ioniser avant les high field seekers. Donc ça, c'est le raisonnement classique. Mais ce qu'on s'aperçoit, la surprise que l'on a lorsqu'on fait l'expérience, c'est que c'est le contraire qu'on observe pour l'hydrogène. Ce qu'on observe pour l'hydrogène, c'est que les niveaux qui s'ionisent les premiers sont les niveaux qui sont des niveaux de pente négative. Et c'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Et nous allons voir ça dans l'expérience suivante. Voilà ce qui se passe pour l'hydrogène. Vous avez ici, donc, j'ai représenté les multiplicités n égale 18, 19 et 20.
Donc vous avez les niveaux qui partent en éventail, et puis vous voyez que si le champ électrique devient grand, en fait, il y a une courbure. La courbure des niveaux est due à l'effet Stark d'ordre supérieur. J'ai parlé de l'effet à l'ordre 1 qui est en E, mais si vous prenez l'effet à l'ordre supérieur qui couple les multiplicités différentes, vous allez avoir un effet en E au carré, et donc une courbure parabolique des niveaux. Et regardez ce qui se passe pour l'ionisation. Vous constatez que vous avez ici les ronds, les carrés et les croix qui représentent l'endroit où le taux d'ionisation atteint les valeurs 10 puissance 9, 10 puissance 10 et 10 puissance 11 secondes moins 1. Et vous constatez, ici, j'ai représenté la ligne du col dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous voyez que les niveaux d'hydrogène, ils subsistent, ils continuent à être bien individualisés jusqu'à des champs qui sont très supérieurs à la valeur du col. Et vous voyez en particulier que c'est effectivement les niveaux qui vont vers le bas qui s'ionisent avant les niveaux qui vont vers le haut. Donc c'est une situation qui est complètement opposée à la situation que donnait le modèle du col. Alors, quelle est l'explication de ce résultat? Eh bien, c'est qu'il ne faut pas simplement voir l'aspect énergétique, il faut également voir l'aspect dynamique du problème. Regardez ce qui se passe pour les niveaux qui ont une pente positive, les low field seekers. Vous voyez ici, si vous appliquez un champ électrique comme ça, le col va se trouver ici, mais où se trouve la fonction d'onde de l'électron? L'électron, il se trouve là. L'électron a une probabilité de présence importante dans une direction qui est opposée à la direction dans laquelle il doit s'échapper. En d'autres termes, quand vous appliquez un champ électrique, pour que l'électron s'échappe, il faut d'abord qu'il trouve le col. Et il faut en quelque sorte qu'il traverse la position du noyau. Et donc il faut qu'il aille chercher, il faut que cette fonction d'onde aille chercher ce point. Et donc l'ionisation, le taux d'ionisation, ce n'est pas simplement une propriété énergétique, ça dépend également de la probabilité pour que la fonction de l'électron puisse se trouver au niveau du col. Et ça explique, par contre, si vous prenez des niveaux qui ont une pente négative, ce pic-là va se trouver en ce point, et ces niveaux-là vont être très rapidement au voisinage du col et pouvoir s'ioniser. Alors, en fait, tout ceci a été démontré par le groupe de Kleppner dans une très belle expérience qui va être la conclusion de cette leçon. Ils ont repris les spectres du lithium. Donc, je vous rappelle comment on prend le spectre du lithium. On applique une valeur du champ électrique et puis on balaye la fréquence du dernier laser et on observe des raies. Et on reconstitue le spectre en empilant ces raies correspondant à des valeurs du champ électrique de plus en plus grandes. Et ils ont commencé par faire une première expérience qui est la suivante. Ils excitent avec les lasers dans un champ Stark variable, donc pour réaliser ces spectres, donc ça c'est la valeur du champ Stark, et ils laissent un temps mort avant la détection. Pendant 3 microsecondes, ils ne regardent pas les ions ou les électrons formés, et ils ne les regardent que dans une petite fenêtre appliquée 3 microsecondes après l'excitation laser, dans laquelle ils appliquent un champ ionisant intense pour collecter tout ce qui arrive dans cette fenêtre. Alors, en faisant l'expérience comme ça, en appliquant donc un grand pulse de champ électrique après 3 microsecondes, on ne voit que les niveaux qui s'ionisent dans le champ électrique avec un taux inférieur à 1 sur T. Parce que les atomes qui se seraient ionisés avant, ils ne sont pas détectés. Donc on regarde, c'est ce qu'on appelle une expérience d'ionisation lente. On regarde uniquement les atomes qui ont survécu au moins 3 microsecondes avant d'être brutalement ionisés dans le pulse au moment où on les détecte. Et vous constatez que pour ces atomes, la loi du col est parfaitement respectée. De façon absolument nette, les niveaux disparaissent lorsque la condition d'énergie du niveau égale à la position du col est observée. La ligne rouge qui est ici, c'est la ligne correspondant à la loi parabolique en 1 sur racine de E. Alors comment est-ce qu'on explique ce résultat? En fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans le lithium, donc ce n'est pas l'hydrogène. Les niveaux de n différents, c'est-à-dire les niveaux qui ont des pentes positives ou négatives, sont couplés par l'effet Stark. Il n'y a pas de symétrie de Runge-Lenz. Ça veut dire que lorsque vous excitez un atome, dans un des états, par exemple, un état de n négatif, il va être couplé à un état de n positif. Ça revient à dire que même si, au départ, la distribution électronique se trouve loin du col, très rapidement, le mélange des niveaux fait que la fonction d'onde va explorer
toutes les régions autour du cœur atomique, et en particulier la région du col. Et donc ce mélange des niveaux, produit par le fait qu'on n'est pas dans le cas de l'hydrogène, permet à l'électron de Rydberg d'explorer la région du col et de s'ioniser lentement suivant le modèle du col. Ça explique pourquoi, dans ce cas-là, on voit exactement ce qu'on attend avec ce modèle classique. Ils ont fait une deuxième expérience qui est encore plus révélatrice, qui consiste à observer ce qui se passe au-dessus du col. Alors, dans cette deuxième expérience, vous voyez que ce qu'ils font est différent. Ils n'appliquent pas de champ ionisant intense. Ils se contentent, avec un laser, d'exciter les atomes dans le champ Stark et de collecter tous les ions formés dès le départ. Ça veut dire qu'ils vont voir le spectre complémentaire du précédent. Ils vont voir maintenant, au contraire, les atomes qui s'ionisent avec un taux plus grand que 1 sur T. Alors tout à l'heure, on voyait les atomes qui s'ionisaient avec un taux plus petit que 1 sur T. Et vous voyez qu'effectivement, à ce moment-là, on voit le spectre complémentaire du précédent pour cette ionisation rapide. Tout ce qu'on voyait tout à l'heure n'apparaît pas, et on voit au contraire les niveaux au-dessus du col. Et ici, vous voyez par comparaison le spectre de l'hydrogène, et vous pouvez suivre par exemple ce niveau-là. Vous le suivez, c'est le niveau qui est indiqué ici. Vous voyez qu'on obtient quelque chose qui ressemble beaucoup à l'hydrogène. Ça veut dire que si vous vous intéressez à l'ionisation rapide, le mélange des états n'a pas le temps de se manifester. En fait, on voit l'ionisation telle qu'elle se produirait dans le cas de l'hydrogène. Et on voit effectivement qu'à ce moment-là, les niveaux survivent. Les niveaux de durée de vie très courte peuvent être distingués au-dessus du col. Alors bien entendu, ils finissent par disparaître. Ils disparaissent lorsque le taux d'ionisation devient supérieur à l'inverse de la largeur du laser. Ça veut dire que pendant le temps d'excitation laser, on n'a pas le temps de préparer le niveau avant qu'il ait disparu sous l'effet d'ionisation. Donc les niveaux finissent par s'élargir et disparaître dans le continuum, mais on voit très bien qu'on peut suivre les niveaux de cette façon-là. Donc je vais conclure là pour vous dire qu'on a terminé l'étude. J'ai essayé donc dans cette deuxième leçon de vous faire un peu un historique de cette physique très riche des atomes de Rydberg pour que vous voyez que les expériences plus récentes dont je vais parler à partir de la semaine prochaine, elles se sont bâties, elles ont pu se faire dans un contexte où toutes les techniques d'étude et de manipulation des atomes avaient été développées. Ce qui manquait à ces expériences, c'est les atomes froids. Toutes ces expériences ont été faites avec des atomes rapides. Nous verrons qu'on peut faire beaucoup plus de choses et des choses beaucoup plus subtiles si on peut maintenir ces atomes en place pendant le temps où on les prépare, les manipule et les observe. Et je commencerai donc à parler de ça la semaine prochaine en vous parlant d'abord de l'interaction, l'étude de l'interaction dipôle-dipôle entre les atomes. Je montrerai que cette interaction, elle peut produire des déplacements d'énergie qui varient très très vite avec n. On a des effets qui peuvent aller jusqu'à n à la puissance 11. C'est-à-dire que si vous prenez un atome qui a n égale 100, il va avoir un effet qui va être exalté par 22 ordres de grandeur par rapport à ce qui serait sur un atome fondamental ou peu excité. Donc ce sont des effets énormes et ce sont ces effets qui sont exploités dans les expériences dont je vais vous parler à ce moment-là. Donc on va s'arrêter là. Je pense qu'on commencera le séminaire vers 11h10 pour tenir compte du petit délai du départ. Et donc Tien Pfau va nous parler dans un quart d'heure des expériences qu'il fait à Stuttgart sur les atomes de Rydberg froids. Merci, et donc à tout à l'heure.